Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve dans un premier vlog sur cette chaîne YouTube. On va faire du dessin ensemble. Je vais vous montrer un petit peu tout le processus de conception du dessin. On va le commencer ensemble et on va le finir ensemble, je l'espère. Ici, on est dans la campagne, on est dans le Jura. J'habite à Paris, je fais de l'art à Paris, je fais du dessin beaucoup à Paris, du pastel. Je vous laisserai voir un petit peu tout ce que je fais sur les réseaux, sur le site internet. Aujourd'hui, on se retrouve sur YouTube pour une première vidéo, un premier vlog, on peut dire, sur la chaîne YouTube, un premier vlog dessin. J'espère qu'il vous plaira. Mettez des commentaires, n'hésitez pas, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, au moins que je puisse améliorer un petit peu. Le montage, c'est un début, on verra ce que je réussis à faire. Bon visionnage à tous. Alors aujourd'hui, on s'attarde sur le sujet de l'église. C'est un sujet qui est très peu représenté dans l'art contemporain. C'est un sujet assez tabou dans le sens où il a été le cœur de l'art classique, de l'art académique. On va dire que j'essaye de la faire revivre par une figuration différente de ce qu'on a pu voir. D'une figuration qui va laisser place aux défauts dans un dialogue assez vivant, dans un dialogue qu'on peut faire actuellement. Mais je pense que c'est un sujet qui peut être bien sur un si grand format, à être expliqué, on va dire, un petit peu dans le détail, et ce, tout en gardant une perception actuelle du sujet et de tous ces enjeux. En mettant en fait cette fine couche au départ, on va déjà envoyer la peinture dans une direction et on va déjà prendre parti pour la composition. Et cette composition qui donc peut être abstraite ou figurative, dans notre cas qui sera figurative, on va pouvoir plus ou moins, on va dire, affiner le sujet avant d'appliquer la deuxième couche. Le pastel, c'est complètement différent, surtout en l'utilisant avec du crayon de couleur. On va appliquer cette première couche, on va attendre qu'elle sèche, et par-dessus, on va rajouter d'autres couches. Le pastel gras ne sèche pas. On va pouvoir travailler après couche par couche, mais surtout en surface, plutôt qu'en appliquant une première, une deuxième, une troisième, une quatrième couche de peinture. C'est un travail qui est complètement différent de la peinture à l'huile. Pas du tout. Ah oui. On va travailler un petit peu tout de cette manière-là. On s'attarde au départ sur un arrière-plan, essayer de trouver cette profondeur, d'affiner le graphisme en fonction de la profondeur, en fonction de la lumière, en fonction des ombres. En avançant sur les arbres, on va définir les tons qui seront au loin du dessin. On a le ciel qui viendra s'interposer après. On va déjà étaler une couche de pastel, une couche de crayon de couleur. Là, on a fait beaucoup de crayon de couleur. Je ne m'attendais pas à autant m'appuyer sur le crayon de couleur. Une touche de crayon de couleur. Et après,
on va pouvoir rééclairer, réassombrir, retravailler un petit peu le graphisme, la perspective, les volumes, les reliefs. Par exemple, l'arbre sur la gauche va trouver un graphisme complètement différent du reste. Il va travailler avec cette transparence, avec ce rouge qu'on va retrouver derrière lui, ce qui va me donner envie de ne pas finir la haie à gauche. La haie va peut-être évoluer. À nouveau, on est dans un travail d'expérimentation. Au fur et à mesure du temps, on voit comment est-ce que le tableau évolue, et finalement, c'est pas tant l'idée principale qui va faire le tableau, mais c'est plutôt les expériences au fil du temps. Ajouter des ombres aux tombes, ajouter des lumières aux tombes, et on va pouvoir travailler ça d'une manière un peu plus personnelle au tableau, plutôt que personnelle à l'artiste. On travaille aujourd'hui sur 9 formats raisins, alors que, à mon habitude, je travaille plutôt sur un seul format. Il faut trouver le médium, il faut trouver la taille de médium qui est utilisable. C'est vrai que c'est quand même le gros point fort de la peinture. Avec la peinture, on peut utiliser des pinceaux plus ou moins grands, sachant que le médium reste le même. Alors que là, avec des pastels, il va falloir trouver une taille de pastel plus gros, parce que ce travail-là est infaisable avec un crayon de couleur. On pourra pas remplir, on va dire, de manière raisonnée ce format-là avec des crayons de couleur, parce qu'il y a des vides, mais il y a aussi des pleins, et les pleins, on peut pas les remplir au crayon de couleur. C'est toujours un jeu entre le détail du crayon, entre la qualité du pastel à remplir une surface pleine, à faire des dégradés. Au début de la toile, on a utilisé de la peinture parce que à cette échelle-là, l'échelle de la toile complètement vierge, le pastel serait aussi ridicule. Le crayon est beaucoup trop petit pour la taille du sujet, c'est-à-dire de la peinture, avec un gros pinceau, comme vous avez pu le voir au début, pour pouvoir remplir assez efficacement, mais surtout assez logiquement, c'est-à-dire ne pas laisser trop de vide, ne pas laisser trop de plein et avoir la main dessus. Et on soulève un sujet qui est quand même assez important, c'est le sujet du trop-plein d'une toile. Est-ce que tu as terminé? C'est un sujet qui est très compliqué à traiter, mais je pense qu'il faut la dédramatiser en se disant que l'entièreté du tableau, excepté dans un art académique, dans le sens où on va simplement répondre à une technique répandue, à partir du moment où on va expérimenter de nouvelles méthodes, on va aller dans le trop plein ou dans le trop peu. Et par ici, en fait, on va apprendre à s'arrêter au bon moment et surtout à garder une certaine vivacité dans le tableau, une vivacité qui est compliquée à garder quand on remplit beaucoup trop une toile. En fonction de la technique utilisée, en fonction des humeurs, j'ai même envie de dire, en fonction du vide qu'on a envie de laisser et de l'émotion qu'on a envie de transmettre, on ne traitera pas du tout le sujet de la même manière. C'est une matière qui réside encore une fois de l'expérimentation. Il y a une autre question sur laquelle je passe pas mal de temps aussi, c'est la question de la perspective dans un tableau. Est-ce qu'on est obligé de s'y fier?
Est-ce que c'est nécessaire pour un point de vue d'avoir ce champ de perspective qui est, on va dire, irréprochable? Un point de vue n'est pas fait pour être immobile, sans se poser la question de qu'est-ce qui se trouve derrière ce que je vois. À partir du moment où on va se déplacer dans 3 dimensions, il va falloir trouver cette méthode pour l'incorporer dans un format en 2 dimensions. Et j'en parlais avec des erreurs du vivant, avec des erreurs humaines. C'est pas simplement un dessin descriptif que j'ai envie de produire, mais c'est un dessin qui va parler un petit peu de la personne que je suis, de la manière dont je vois les choses. Et j'espère retransmettre derrière, et aussi dans cette vidéo, j'espère retransmettre cet effet vivant, on va dire, et pas simplement mort d'une œuvre terminée qui ne bouge plus. J'espère qu'on va toujours pouvoir se déplacer dedans. Et c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur, sachant qu'une fois qu'une œuvre est terminée, la peinture n'est pas morte. La peinture continue de vivre, la peinture interpelle, c'est le spectateur qui va la laisser vivre. Et en laissant cette liberté autant dans la non-définition de l'élément et aussi celle de la non-définition de l'espace, on va pouvoir se balader plus facilement dedans. On va pouvoir aller piocher un petit peu ce qui nous donne envie, on va pouvoir se déplacer, on va pouvoir aller plus en profondeur dans la toile, et on va pouvoir finalement faire vivre le tableau, parce que le tableau n'est pas fait pour être vécu comme l'artiste le veut, le tableau est fait pour être vécu comme n'importe quel spectateur le veut. Ça va nous ramener dans le plein et dans le vide. Le vide va laisser l'imagination libre, et aussi un sujet que j'avais pas traité avant et qui est absolument important, celui du fond blanc. On travaille beaucoup maintenant avec des papiers blancs, et je trouve ça vraiment très malheureux. Travailler sur des papiers colorés, des papiers colorés par soi-même, c'est mieux, ou sinon des papiers colorés qu'on peut trouver dans le commerce, ça va aider l'imagination à pousser une profondeur, à plonger dans le tableau. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans le sens où le blanc n'existe pas, on n'a pas de blanc autour de nous, on a des murs blancs, on a de la peinture blanche, mais excepté cette peinture blanche, on a toujours une couleur. Si jamais je tourne la caméra, eh ben, on se rend compte qu'il n'y a absolument pas de blanc. C'est dans le sens où un rouge pourrait trouver des teintes qui se fient au vert, des teintes qui se fient à un ciel bleu, alors que le blanc, lui, est inexistant. Le blanc est trop lumineux. Et dans ce cas-là, le blanc, il va bloquer l'imagination. Le blanc, il va bloquer la lecture du tableau, et il va vraiment ennuyer le spectateur. Pour savoir si une toile est terminée, si une œuvre est terminée, c'est pas une question d'avoir terminé de remplir, c'est pas une question d'aimer ce qu'on a fait, c'est une question de jugement personnel, du moment où on réussit à combiner un petit peu tous les éléments d'une toile. Sur un si grand format, c'est quelque chose qui est pas simple, et à un moment il va falloir se dire que oui, tout coïncide, tout fonctionne ensemble. Est-ce qu'il faut en rajouter plus? Est-ce qu'il faut pas? Ça, on en a parlé durant cette vidéo.
C'est un débat qui est toujours compliqué. Je pense que à chaque toile, on se pose la question et on a différentes réponses à chaque fois. Le principal, c'est d'avoir saisi les différents enjeux du sujet, d'être à l'aise avec sa réalisation et de pouvoir en parler avec plaisir. De toutes les expériences que j'ai eues, que ce soit dans le dessin, dans la peinture, dans toutes les techniques, on va dire, qui touchent à l'art, que le grand format, on en a peur, on l'appréhende énormément. Alors c'est vraiment, premièrement, c'est très agréable de le faire, et deuxièmement, c'est un sujet qui sort de l'ordinaire et qui va nous ouvrir des horizons qu'on n'aurait pas forcément pu ouvrir dans un plus petit format. C'est assez important de changer d'échelle, comme de changer de médium, comme de changer de sujet. La diversité, c'est la plus grande richesse qu'on puisse trouver. Si je peux donner, on va dire, un conseil, ce serait que en élaborant un grand format, on n'essaye pas de rester dans sa zone de confort. Je l'avais dit à un moment dans la vidéo, faire un grand format avec un crayon de couleur, c'est compliqué. Il ne faut pas avoir peur de prendre un grand pinceau, de faire une couche sur une toile et de voir ce qu'il en est. Il faut essayer, il ne faut pas avoir peur d'essayer. Même si ça mène à rien, il faut essayer. Parce que sans essayer, on ne sait même pas que ça mène à rien. Les derniers traits du tableau arrivent. On en a parlé longuement dans cette vidéo. Quand est-ce qu'on a terminé? Je pense qu'on arrive au bout. Le tableau est encore vide à certains endroits et c'est ce que j'aime. La signature arrive et en général, je signe après m'être posé assez longuement la question du est-ce que je continue ou pas. Oui, bien évidemment, on peut toujours aller plus loin, on en a parlé dans cette vidéo. Mais il y a un moment où il faut s'arrêter, il faut passer à autre chose. C'était une méthode assez étrange de filmer le processus. Le processus est de dessiner et de filmer, mais c'était une expérience vraiment enrichissante. N'hésitez pas pour suivre cette aventure à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi mettre un like si jamais la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires pour améliorer les vidéos. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. C'était Mathis Goyard. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon été, une très bonne production et je vous dis à très bientôt.